Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Lasserre, je suis directeur d'une association d'inclusion numérique dans le Gard qui s'appelle Solidarnet et on travaille en réseau, à travers un réseau d'inclusion numérique gardois qui est chargé d'assurer notamment la fonction de correspondant territorial du Hub Occitanie et on m'a chargé aujourd'hui, et je suis très honoré de ça, d'animer cette table ronde. Je vais faire court parce qu'il y a eu du débordement. L'objet de cet atelier, vous le savez, l'État met en œuvre un ensemble de mesures destinées à combler la fracture numérique qui fait suite à la numérisation de notre société. C'est pas un phénomène français, hein, c'est un phénomène mondial. Et donc, ces déploiements successifs, il y a des annonces encore là, de la part de la préfecture tout à l'heure, mais on va aujourd'hui essayer de voir comment elles se déclinent localement en Occitanie. Donc on a pour ça des invités de renom qui vont nous expliquer, eux, territorialement, enfin dans l'échelle qui les concerne, comment ils déploient des stratégies d'inclusion numérique. On accueille Pôle emploi tout d'abord, Monsieur Soursou qui est directeur territorial à Pôle emploi et Cécile Chauvet qui est directeur territorial délégué. Ensuite, Audrey Laure, qui est coordinatrice des conseillers numériques France Service sur le département du Lot, à travers Lot numérique. Anne Bourdarias, qui est directrice des expérimentations et de l'innovation sociale au CCAS de Montpellier. Donc encore une autre échelle. Monsieur Faure, qui est chef de projet à Orange Digital Center, où là on a une déclinaison d'une entreprise en fait, qui est très impliquée dans le numérique et qui va nous montrer comment ils contribuent à réduire cette fracture à leur échelle. Et enfin, Monsieur Bruno Ollier, qui est délégué aux finances, à la commande publique, au pilotage et au numérique pour le conseil départemental de la Haute-Garonne. Donc, je vais faire pas plus court, mais l'idée d'aujourd'hui, c'est bien de voir, bien sûr, on applique, mais il y a des stratégies, bien sûr, on a des outils, mais comment on les utilise. Et il n'est pas interdit d'innover, et on va bien s'en rendre compte. Donc, je vais laisser la parole tout d'abord à Pôle emploi, voilà, donc, pour nous expliquer comment eux, ils sont pris en main cette question épineuse de l'inclusion numérique, notamment pour les demandeurs d'emploi. Je vous remercie. Ah oui, ça a l'air de fonctionner. Je vous remercie déjà, merci beaucoup à vous tous d'être ici présents. Donc Philippe Soursou, directeur territorial de l'Hérault et en charge de la question du numérique pour toute la région Occitanie. En fait, je suis venu avec ma directrice territoriale déléguée et en fait on s'est réparti les rôles. Les constats et les axes de progrès c'est pour moi et tout ce qui est innovation et réussite c'est pour elle. Donc en fonction de la prise de parole c'est assez simple et comme ça vous savez qui est où et de manière à ce que comme ça on soit bien au clair avec vous. Pour ce qui est de la question, plus généralement de la question de l'inclusion numérique, en fait, dès le départ, je vais faire un petit constat, c'est qu'on est ici présent et on est ici et on collabore tous et toutes. Je pense que l'enjeu du numérique, ça a été largement évoqué, j'ai écouté les discours précédemment, notamment sur la question de la mobilisation de l'État, la question de la mobilisation des collectivités territoriales. Au jour, la fracture numérique ne fait pas débat et on n'est pas dessus à une remise en question de l'importance de cet élément-là. Aujourd'hui, mon premier constat sur cette question du numérique, c'est qu'on est en train collectivement de construire une réponse à une problématique. Et de fait, on voit bien qu'il y en a un certain nombre de sujets, de solutions, et je vais y revenir, qui prennent en compte une réponse à une problématique. Ce à quoi aujourd'hui et plus généralement Pôle emploi est confronté, c'est au diagnostic. Aujourd'hui, la question de l'inclusion numérique, c'est pas quelle réponse je vais pouvoir proposer à un demandeur d'emploi quand on a fait un constat partagé sur le fait que ce dernier était dans une situation de fracture numérique. Si ce dernier a fait tout le cheminement intellectuel d'acceptation de cet état de fait, alors des solutions existent et Céline pourra en traiter. Le travail que l'on a, nous, à mener aujourd'hui, nous, Pôle emploi, c'est comment on diagnostique cette question de l'éloignement, comment on diagnostique, comment on l'inscrit dans une action vis-à-vis d'un public demandeur d'emploi qui a souvent, et c'était évoqué, construit des stratégies d'évitement et pour lesquelles nous, on doit pouvoir être dans cette phase de diagnostic et dans cette phase de proposition d'action.
Aujourd'hui, ça s'inscrit bien dans une logique nationale. Vous voyez que les orientations de Pôle emploi, comme les autres institutions, sont parties sur une forme de dématérialisation d'inscription, de rapidité, de réponse à des solutions, et le numérique a été pour nous un formidable levier. Et de ce point de vue-là, on l'inscrit bien là-dessus. Aujourd'hui, dans l'accompagnement des publics, on convient tous que quand on a des statistiques, un des freins dans l'accès du numérique, et 25% des cas des demandeurs d'emploi de longue durée sont bien confrontés à ce type de problématique, le numérique est une des problématiques qui explique la nécessité d'inclusion. Et de ce fait, nous, on est amenés à faire tout cet exercice de travail et de proposition vis-à-vis du public. Aujourd'hui, le numérique à Pôle emploi, c'est vraiment comment est-ce qu'on l'inscrit dans une logique de proximité. En clair, ça a déjà été évoqué par les intervenants précédents, la collaboration Pôle emploi avec les maisons France Service, c'est au-delà d'être une opportunité, c'est une nécessité dans la logique de proximité. Nous, au sein des agences, on dédie un certain nombre d'offres de services en lien avec la mobilisation des services civiques pour le fait de pouvoir répondre à des besoins individuels vis-à-vis d'une partie du public et apporter une solution, ne serait-ce qu'à court terme, mais aussi à moyen terme, vis-à-vis du public en situation de fracture par rapport à cette problématique. De même, on a un certain nombre d'ateliers qui sont mobilisés par nos collectifs agents en proposition vis-à-vis du public, quand ce dernier a là aussi fait le constat, soit qu'on a fait le constat qu'il a été dans une situation de difficulté et on a diagnostiqué avec lui que c'était la problématique liée à la maîtrise du numérique qui en était un des facteurs, mais au-delà de ça, lorsqu'il était dans ces phases de recherche d'emploi et pour lesquelles on s'est rendu compte que la fracture numérique ralentit significativement la capacité d'accéder à un emploi. Aujourd'hui, c'est un constat qui est partagé et qui est aussi argumenté d'un point de vue statistique. Donc tous ces sujets-là, on est en capacité de les traiter. Tous ces sujets-là, on est en capacité de pouvoir proposer des ateliers, pouvoir proposer des rencontres individuelles, pouvoir proposer des sessions de formation. Tous ces sujets-là fonctionnent. Pour vous donner un ordre d'idée, comme ça on vient toujours avec des chiffres, pour l'emploi sans les chiffres ça ne fonctionne pas. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 4700 personnes qui sur l'année précédente ont pu bénéficier de ce type de service. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus de 1500 formations sur le PIX qui ont pu être mobilisées comme étant un des leviers. Donc la masse est considérable. Et pour autant, on sait que ça reste un enjeu d'évolution structurelle de notre établissement Pôle emploi. Quand je dis évolution structurelle, c'est que nous, aujourd'hui, dans la réflexion de notre offre de services, dans la réflexion sur notre modalité d'accueillir les publics, dans la réflexion sur le service que l'on doit rendre, aujourd'hui, on travaille sur le fait de questionner systématiquement cette question de la maîtrise du numérique et au-delà du fait de le questionner, arriver avec le public demandeur d'emploi sur un diagnostic partagé qui permette d'être force de proposition. Parce que le constat que l'on fait aussi, c'est qu'il ne suffit pas de prescrire pour que l'individu se mobilise. On est toujours autour de la question de l'autonomie. On a pu prescrire un grand nombre de points et se rendre compte que les individus ne se mobilisaient pas parce qu'on n'a pas su rendre le sujet désirable et l'inscrire dans un parcours de vie au-delà d'un parcours de recherche d'emploi. C'est bon? J'ai dépassé mon temps? Juste un petit mot pour préciser aussi que voilà, ça c'est l'offre de services de Pôle emploi, mais ensuite au quotidien dans les agences, on développe des actions nouvelles avec des partenaires. Donc là, je peux en témoigner puisque avec la métropole de Montpellier, on fait des choses et on essaye de travailler en complémentarité surtout. Et puis on essaye d'innover avec en recherchant auprès de partenaires des réponses que nous n'avons pas. Donc c'est ce que nous avons fait par exemple avec Google Atelier, où on a été en Occitanie les premiers en France à travailler avec Google Atelier. Pour vous donner un ordre d'idée, donc les ateliers que propose Google gratuitement pour les demandeurs d'emploi, c'est des ateliers pour ceux qui maîtrisent déjà un petit peu le numérique, mais pour qu'ils aillent un petit peu plus loin. Et ça, on n'avait pas dans notre offre de service. Donc, grâce à ce partenariat qui est gratuit pour nous et donc pour nos publics, on a réussi à former cette année plus de 1200 personnes
On a mis en place aussi, et donc maintenant Google Atelier travaille dans plein d'autres régions. Il y a même la Martinique qui m'a appelé il n'y a pas très longtemps pour savoir comment ils pouvaient faire pour travailler avec Google. On a fait aussi d'autres choses intéressantes avec Déclic numérique. On a créé un programme Déclic numérique avec Diversity Days, avec Anthony Babkin, qu'on a créé en Occitanie, hein, le premier, la construction, la fabrication de ce programme. Et ce programme, aujourd'hui, il est déployé France entière et il y a 10 000 personnes qui sont formées à une sensibilisation au métier du numérique. Avec des lives, avec des ateliers, avec des parcours inspirants, etc. Et ça, c'est parti de l'Occitanie et c'est parti d'une collaboration Pôle emploi. Donc voilà, on fait aussi plein de choses. Donc il y a la stratégie nationale et la façon dont on l'utilise, mais il y a aussi ce qu'on fait en local qui est bien et qui est repris et qui est ensuite repartagé dans tous les territoires. Et voilà, j'ai envie de dire surtout que c'est notre enjeu, nous, c'est de travailler avec. Hein, c'est-à-dire que si on veut enrichir notre offre de service, si on veut enrichir les réponses qu'on peut proposer à nos publics, il faut qu'on travaille avec tous ceux qui veulent bien travailler avec nous. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc un sacré enjeu au-delà d'une stratégie nationale, c'est qu'on va développer une offre de service adaptée à la situation de chacun. Et on sait bien qu'on est tous inégaux devant le numérique. Absolument. Et c'est pour ça que partir du diagnostic de la situation de la personne, mais aussi de la situation de la personne par rapport à son environnement matériel, son environnement géographique. Enfin, voilà. Donc il y a tout ça qui fait qu'on ne travaille pas de la même façon dans des quartiers qu'en zone rurale et pas avec les mêmes partenaires. Parfait, merci beaucoup. Peut-être un mot sur des stratégies futures du déploiement où vous allez poursuivre l'effort intensifié ? Oui, on travaille actuellement sur un projet, c'est presque signé. Alors je ne sais pas si j'ai le droit officiellement d'en parler, mais avec Numéum et Digital 113 qui s'appelle Numérique Emploi, qui a été quelque chose qui a été créé dans le Grand Est. Et qu'on va être les deuxièmes à mettre en œuvre. On l'a testé un petit peu cet été, qui est un partenariat qui nous permet, pour des gens qui sont plus dans les bases de l'inclusion, mais vers une stratégie, vers les métiers du numérique plutôt, de rencontrer des entreprises qui vont faire bénévolement des entretiens. Et ensuite, on va travailler ensemble, suite à ces entretiens, sur la façon dont on peut accompagner ces publics vers des métiers du numérique. Voilà. Merci beaucoup. On va laisser un temps en fin d'intervention pour que vous puissiez poser bien évidemment les questions, le cas échéant. Mais je pense que c'est plus riche d'aborder l'ensemble des points de vue et des territoires, de façon à ce que les questions vont peut-être être modifiées suite à l'ensemble des interventions. Je voudrais passer la parole à Bruno Ollier pour le conseil départemental de la Haute-Garonne qui nous accueille aujourd'hui. Et on va changer, on va être à une échelle décentralisée. En quoi et comment le département de la Haute-Garonne s'est emparé de cette question de l'inclusion numérique sur son territoire ? Merci. Bonjour à toutes et à tous et ravi que cette manifestation se tienne ici. Merci à la mêlée de l'avoir proposée. Donc effectivement, le département de la Haute-Garonne, comme toutes les institutions, toutes les entreprises, sont aujourd'hui à mettre en œuvre des outils numériques, des outils de dématérialisation qui permettent à tout un chacun de gérer ces problématiques administratives, ces problématiques d'achat ou autres à toute heure du jour et de la nuit. Mais effectivement, cette situation, on l'a vu et ça a été partagé à de nombreuses reprises, fait que le numérique devient omniprésent et en même temps, ça met en exergue une fracture supplémentaire. Au-delà de la fracture sociale, c'est aussi une fracture numérique. Et donc, le département a bien sûr vocation, c'est son ADN, comme l'a dit Sébastien Messini, à être dans la solidarité territoriale et solidarité humaine. Peut-être avant juste d'aller un peu plus dans le détail, un constat aussi, on est une administration publique et on s'aperçoit que la dématérialisation peut contrevenir aux trois grands principes du service public. Le premier principe, c'est l'égalité. Donc effectivement, tout le monde peut avoir accès au numérique, mais la nouvelle inégalité qui se fait, c'est cet accès incertain pour certains au numérique. La continuité,
Bon, ce que j'évoquais, le 24-24 sur les démarches administratives, ça permet cette continuité, mais ça aussi éloigne certaines personnes et les services publics, notamment en milieu rural, ont tendance à partir de plus en plus. Il en reste souvent très peu. Et donc, cette continuité, elle est aussi questionnée. Et puis, la mutabilité, l'adaptabilité du service public. Et ça aussi, c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus aux citoyens, par rapport à ces démarches dématérialisées, à s'adapter. Et donc, c'est là où le département, parmi d'autres, a un rôle à jouer important pour favoriser cette inclusion numérique, que tout le monde puisse accéder dans des conditions satisfaisantes. Donc, en ce qui concerne les départements, la première étape de la fusée, c'est apporter les infrastructures sur le territoire. On sait que le très haut débit pour les milieux urbains fait l'objet d'investissements directs par les opérateurs. Par contre, pour les zones où l'investissement public est nécessaire, et par exemple sur la Haute-Garonne, c'est toutes les zones hors de la métropole, il a fallu que les pouvoirs publics et les départements en particulier interviennent. Et donc, comme ça a été dit, le très haut débit partout et pour tous, ça y est, dans le département, puisque fin 2022, on arrivera au bout de la construction de ce réseau. C'est porté par Haute-Garonne Numérique, le syndicat mixte qui intègre le département et les intercommunalités, et par le délégataire qui est Fibre 31. À ce jour, près de 250 000 prises ont été construites sur ce territoire-là, et près de 110 000 abonnés, donc ce qui est très important en peu de temps, ont aujourd'hui accès au très haut débit comme s'ils étaient en milieu urbain. Alors, les tuyaux sont posés. Les tuyaux sont posés. Maintenant, on s'attaque aux usages. Ils soient utilisés au mieux. Et donc, le constat qu'on a fait, effectivement, cette inégalité d'accès aux services publics, surtout en zone justement rurale. Et donc, le département a posé une deuxième brique dans sa démarche, ce sont les maisons de proximité. Donc, les maisons de proximité, c'est des maisons qui sont en complémentarité des maisons France Service, puisque sur ces sujets-là, il y a du travail pour tout le monde et bien au-delà. Et donc aujourd'hui, il y a une vingtaine de maisons de proximité qui sont en place, surtout dans des anciens lieux de canton hors de la métropole. Nous avons une trentaine d'ambassadeurs, au moins 2 ici présents, et puis qui présenteront cet après-midi, je crois, un peu plus le détail de leur action. Ça a été mis en place depuis mars 2021. Et on a quand même eu depuis, au fur et à mesure des évolutions, près de 20 000 démarches accompagnées. Donc c'est pas rien. Et on savait qu'on aurait des personnes âgées, mais en fait pas que, puisque un tiers des publics concernés sont effectivement des personnes qui ont plus de 65 ans, mais 50% ont entre 40 et 65 ans. Et puis on se retrouve aussi avec des jeunes qui viennent. Alors parfois, cette mission d'ambassadeur, de médiateur numérique tourne aussi vers des missions un peu d'écrivain public. Ils sont aidés pour faire une lettre de motivation, pour faire des CV. Il y a aussi une aide pour juste imprimer des documents. Et donc le constat positif qu'on fait aujourd'hui, c'est que 9 personnes sur 10 qui repartent de ces maisons de proximité repartent avec une solution et n'ont pas nécessairement un rendez-vous à prendre avec un autre organisme. Donc c'est quelque chose de très positif. Et l'ambition est de porter ces maisons au nombre de 40 d'ici 2024. C'est quelque chose qui est fortement impulsé par notre président. Et donc voilà, c'est un chemin qui reste encore à amplifier. Bien entendu, l'inclusion numérique, elle se fait aussi auprès de nos maisons de solidarité. On a près de 30 maisons de solidarité et une centaine de sites d'accueil. Et donc, on a expérimenté, au-delà de ce que font les travailleurs sociaux, on a expérimenté la mise à disposition d'ordinateurs dans certaines de ces maisons de solidarité avec des services civiques qui interviennent. Donc, bon, c'est quelque chose encore peut-être à amplifier, fortifier surtout, parce que c'est vrai que l'accompagnement numérique, ça ne s'improvise pas. Les conseillers numériques dans la salle le savent, c'est quelque chose qui nécessite une vraie expertise et qui est peut-être où les services civiques ne sont pas toujours complètement opérants là-dessus. Donc c'est un sujet à creuser. Autre point, puisque ça démarre dès ce mois-ci, la médiathèque. La médiathèque départementale a engagé une démarche justement aussi de médiation numérique avec 2 conseillers numériques qui ont été recrutés de CNFS, comme on les appelle.
Et donc, avec la médiathèque départementale, anime 165 bibliothèques ou médiathèques communales ou intercommunales. Et donc, ces 2 conseillères numériques vont être présentes sur ces territoires pour faire soit des ateliers individuels qui vont ressembler un peu à ce qui se fait déjà dans une maison de proximité ou maison France Service pour accompagner dans les démarches administratives, mais aussi avec un certain nombre d'ateliers collectifs sur de multiples thématiques, que ce soit les usages de base du numérique, mais aussi l'utilisation citoyenne du numérique, le numérique éco-responsable, c'est important, et voilà, plein d'autres sujets qui vont être développés et qui feront l'objet d'animations territoriales. Et puis, globalement, pour le département, on est partenaire avec notamment Freya Games sur des jeux sérieux à destination des collégiens, mais au-delà, sur le savoir-être numérique, la bonne utilisation du numérique, tout ce qui est fake news, l'esprit critique, et on a été aussi un partenaire dit historique, puisqu'on a été avec d'autres collectivités, notamment le SICOVAL, dès le départ, sur les rencontres l'esprit civique, les rencontres l'esprit critique, pardon, qui ont lieu à Diagora, à la Beige, et première session qui avait lieu en septembre 21 et une deuxième en avril 22, et qui ont réuni des centaines et des centaines de personnes autour de ces thématiques. Donc le numérique, c'est aussi important de l'utiliser de la façon, même si on y a accès, après c'est d'être dans les bonnes conditions pour l'utiliser sereinement et correctement. Et puis, un dernier point pour amplifier aussi le pouvoir d'agir des citoyens. Donc, on a mis en œuvre le pass numérique depuis mars 2021. Donc, ce pass, on a été accompagné pour le mettre en place par le hub Rhinoc, qui est devenu hub Occitanie, et je remercie Louis pour son accompagnement. Et puis on travaille avec le réseau Colline, et je remercie Pauline qui est présente, Pauline Picat, qui nous aide à dynamiser toute ce pass numérique, parce que c'est quelque chose qui prend du temps à être mis en œuvre. Il faut structurer, et merci à tous les opérateurs, certains sont présents dans la salle, qui ont apporté leurs compétences, qui ont pu être labellisés de telle façon à mettre en place ces formations. C'est en fait le principe, c'est un chéquier de 10 chèques pour permettre aux gens d'avoir toutes les formations adaptées à leurs besoins. Donc aujourd'hui, le constat, c'est qu'on a près de 1000 passes qui ont été distribués. Je ne rentre pas dans les détails techniques parce qu'il faut une régie pour gérer ces passes. Et Christelle, qui est là, qui est mon assistante par ailleurs, assure cette régie. C'est administrativement assez compliqué. Et puis, plus de 400 personnes ont bénéficié ou sont en cours de bénéficier de ces passes. Par contre, l'enjeu, c'est effectivement, on s'aperçoit qu'il faut que, ça a été évoqué, entre le moment où ces passes sont prescrits et le moment où la personne les utilise, il faut qu'il y ait une transformation qui se fasse. Et ça, c'est un enjeu qui est pas neutre du tout. Et puis, pour terminer, dans ce cadre-là, pour faciliter la fluidité entre le département, le réseau Colline et les opérateurs, on a mis en place de façon agile un outil maison qui permet d'assurer ce suivi. Et Thierry Martin, qui est là-bas au fond, a été le concepteur de cet outil. Voilà, en gros, les principaux éléments. J'en oublie sans doute, mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup. C'est grand un département, on le voit, surtout en Occitanie, où on a beaucoup de départements qui cumulent des zones urbaines et des zones rurales très très éloignées. Et clairement, la question du maillage, là, vous l'avez fortement bien évoqué, c'est un enjeu terrible, c'est-à-dire comment on parle à tout le monde sur toute la surface du territoire. Avec la fibre est posée. On voit que la question de l'enjeu du maillage, ça va par le biais d'un certain nombre de points d'entrée, qui soient d'ailleurs les maisons de la solidarité ou les maisons de proximité, mais aussi d'autres partenaires qui ne sont pas forcément départementaux. C'est quand même un défi qui semble avoir été relevé. Et il y a une autre question, on a les conseils numériques France Service qui sont là aussi, qui est aujourd'hui celle des métiers, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un médiateur numérique, comment on va assurer, on va réussir la montée en compétence de la personne pour qui le numérique pose un grave problème dans sa vie
Et ça, c'est un débat qui est bien au-delà de l'Occitanie. C'est-à-dire, aujourd'hui en France, la question n'est pas tranchée de savoir si le travailleur social doit intégrer une compétence numérique ou bien si la médiation numérique est un métier à part entière. Et peu importe au fond, tant que l'usager, lui, il trouve une réponse qui est parfois très urgente. On a eu l'occasion, lors du NEC national, de voir en quoi le numérique pouvait des fois faire des refus d'accès aux droits. Et pour ceux qui sont sur le terrain, là, dans la salle, vous voyez très bien de quoi je parle. Et en fait, il y a un point aussi qui a été évoqué, dont on parle peu encore, c'est celui de la jeunesse, parce qu'on s'attendait à avoir des seniors dans les maisons de proximité. Et là, il y a un message qui est brouillé, c'est-à-dire que beaucoup d'adultes, et y compris ceux qui sont en difficulté avec le numérique, pensent que les jeunes maîtrisent le numérique, pensent qu'ils sont nés avec, donc qu'ils le maîtrisent. Et les jeunes eux-mêmes le croient parfois, puisqu'ils passent leur journée entière à scroller sur TikTok ou à envoyer des messages sur Insta. Et en fait, quand ils doivent se retrouver la première fois à faire une demande de stage par mail, ils écrivent le mail entier dans l'objet et ils ne savent pas attacher la pièce jointe. Et c'est un vrai défi pour demain, parce que pour l'instant, en fait, les besoins ils sont très mal évalués. On a du mal à évaluer quels sont les besoins des jeunes en matière d'accompagnement numérique. Vous voulez rajouter peut-être C'est vrai que ça a été un peu la surprise, notamment dans la fréquentation des maisons de proximité. Ils sont effectivement très geeks, très impliqués par tous ces sujets, mais lorsqu'il faut faire une démarche administrative, ils ont besoin d'être accompagnés, parce que c'est complexe en soi aussi. Et comme je disais tout à l'heure, c'est là où on voit aussi que le report de la charge sur le citoyen, qui doit monter en compétence au-delà du numérique pour être en capacité de faire ces démarches administratives. Et juste, moi j'ai oublié de le citer tout à l'heure, mais parce que je pense qu'à lui, c'est Thierry Sanseri qui a été à l'œuvre au niveau du département pour porter vraiment notamment le pass numérique et plein d'autres sujets, mais sur le pass numérique, ça a été la cheville ouvrière. Parfait, merci beaucoup. On va passer à Monsieur Faure. Alors on change d'univers, parce que Monsieur Faure est chef de projet à Orange Digital Center pour la région du Grand Sud-Ouest. Et Tout à fait. il va nous expliquer en quoi une entreprise peut s'emparer de cette question de la fracture numérique. Exactement. Bonjour à toutes et à tous. Alors, petit point de contexte d'abord. 2019, la loi Pacte est promulguée. Orange inscrit dans ses statuts et sa raison d'être, qui est d'être l'opérateur de confiance qui donne à chacun et à chacune les clés d'un monde numérique responsable. Donc on voit que ça va déjà bien au-delà de déployer, d'entretenir, de commercialiser des offres sur des réseaux très haut débit, qui est notre cœur de métier. Orange Digital Center, ça s'inscrit en plein cœur de cette raison d'être, à savoir offrir un numérique utile à tous. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est un projet groupe qui est déployé déjà dans une quinzaine de pays dans lesquels on opère aujourd'hui. Il vise à regrouper toutes nos actions, toutes nos initiatives en matière d'inclusion numérique, en parallèle de celles qui existent déjà depuis une dizaine d'années au sein de la Fondation Orange, et de les regrouper sous une même bannière, Orange Digital Center, et dans des lieux dédiés. Alors concrètement, ça va être très ternaire d'ailleurs, puisque ça s'adresse à 3 publics cibles, avec 3 objectifs prioritaires, 3 typologies de programmes et 3 typologies de partenariats. Donc les 3 publics cibles, ce sont, et vous en parliez à l'instant, les jeunes, principalement en situation d'insertion professionnelle, ce sont les seniors et les adultes, et enfin, ce sont les TPE-PME. 3 cibles dont on sait tous ici qu'elles sont concernées par la fracture numérique en particulier. 3 cibles pour 3 objectifs. Le premier, c'est l'insertion professionnelle et l'égalité des chances. Là, on parle plutôt des jeunes. Deuxième objectif, on est sur le lien social, principalement, et là, on va s'adresser plutôt aux seniors, voire à certains adultes. Et enfin, dernier objectif, la compétitivité. Là, on parle aux TPE, PME, dont on sait que 40% d'entre elles ne sont pas aujourd'hui prêtes à embarquer dans leur transformation numérique, qui est pourtant nécessaire. On l'a vu à travers tous les chiffres qui ont circulé ce matin sur la dématérialisation, par exemple, des services publics, mais aussi, par exemple, de la facture qui va concerner toutes les entreprises très bientôt. 3 types de programmes: découvrir, apprendre, entreprendre. Alors, dans ces 3 programmes, on va
finalement aborder à la fois des ateliers d'éducation numérique, d'acculturation numérique. Par exemple, pour des seniors, ça va être protéger ses données, maîtriser les usages d'Internet, des réseaux sociaux, garder le contact avec ses proches, etc. Pour les parents, ça va être adopter le contrôle parental. Pour les enfants ou les jeunes, ça va être la découverte du codage à travers des ateliers très ludiques qu'on va faire, des sortes de jeux de société. Pour découvrir, on va là être plutôt sur des partenariats avec de la fabrication numérique en Fab Lab, par exemple. On sait très bien aujourd'hui que c'est une vraie compétence que de connaître la capacité de passer de l'idée à l'objet au travers de l'utilisation de machines qu'on appelle les CNC, découpe laser, imprimante 3D, etc., brodeuse numérique et j'en passe. Là, on va offrir, et je précise que tous ces programmes, évidemment, sont 100% gratuits pour les participants, la capacité de savoir gérer un projet numérique, finalement, et de travailler en commun au sein de Fab Lab et entouré par des experts, évidemment, de la fabrication numérique. Mais ça va être aussi la capacité à, par exemple, apprendre le codage de manière un peu plus élaborée, par exemple, les modules Scratch ou HTML pour ceux qui sont de la partie. Et enfin, dernière partie du programme, Entreprendre. Là, c'est essentiellement un programme qui s'appelle Femmes Entrepreneuses, qui sert à accompagner ces femmes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, on est plutôt dans l'incubation, mais aussi des ateliers, des webinaires pour les professionnels sur des thématiques assez proches, la protection des données, la cybersécurité, on en parle beaucoup, par exemple. Ça, c'est possible grâce aussi à l'engagement des salariés Orange, parce que aujourd'hui, il y a 5000 salariés Orange engagés sur tout le territoire qui, en volontariat, animent ces ateliers, hormis évidemment les ateliers Fab Lab qui seront animés par les partenaires. Donc je viens au partenariat, puisque c'est évidemment la cheville ouvrière de ce programme. Il vise à s'appuyer sur des partenariats nationaux, régionaux structurants et enfin régionaux plus éphémères et ponctuels. Les partenaires nationaux, on va les passer, ils sont en train d'être finalisés avec des associations comme AIDA, INSIT, pour ceux qui les connaissent, ou SOS Café, qui vont nous permettre d'adresser la population beaucoup plus proche des territoires, en ruralité principalement, mais aussi avec des partenariats comme la Fédération française de foot ou de rugby pour former et éduquer les jeunes. Ça, ce sont les partenaires nationaux. Au niveau régional, et j'y reviendrai parce que ça va concerner évidemment l'Occitanie, on s'appuie sur des partenaires durables, avec des partenaires de longue durée pour offrir tout ce programme au sein de ces lieux dédiés. Et on va également s'appuyer sur des partenariats qui continueront aujourd'hui à exister comme ils le font aujourd'hui, à savoir des partenariats avec des collectivités, des partenariats avec des associations qui, de manière plus ponctuelle, voudront organiser ces ateliers au sein de lieux qui leur sont propres. Ça concerne aussi nos boutiques, par exemple, dans lesquelles on anime beaucoup de choses. Concrètement, ça veut dire qu'en Occitanie, alors, on a pour objectif, effectivement, de former à peu près 50 000 participants au niveau national. En Occitanie, ce sera à peu près 3 000 participants, avec 500 salariés engagés sur ce territoire. Donc on est très fiers de pouvoir compter sur eux et on en aura toujours besoin davantage encore. Et ça, c'est vraiment important. On va offrir la possibilité chaque mois à la Mêlée, qui est notre partenaire structurant sur Toulouse, et au Rose Lab, qui est notre deuxième partenaire sur Toulouse. Donc merci à ces deux partenaires qui ont accepté de travailler avec nous sur la durée, avec une 50aine d'ateliers gratuits, ouverts à tous, je précise, pas seulement les clients d'Orange, bien entendu, dans ces lieux, et qui vont chaque mois traiter des différentes thématiques que j'ai couvertes tout à l'heure. Donc ce sera à la fois les ateliers de fabrication numérique, des ateliers d'acculturation, d'éducation, des ateliers sur le codage, etc. Et ça, on est vraiment très content de ça parce que c'est important. Mais ça ne suffira pas parce qu'évidemment, Toulouse, c'est pas toute l'Occitanie, et c'est pour ça qu'on s'associe non seulement à ces partenaires nationaux, mais qu'on aura aussi besoin, et c'est vraiment la cheville ouvrière de ce programme, de l'écosystème, qui est très bien représenté d'ailleurs ici de l'inclusion numérique, avec qui nous allons devoir interagir à la fois pour venir finalement compléter l'offre qui existe déjà. J'entendais par exemple celle de Pôle emploi ou du département, et de voir de quelle manière on peut être très complémentaires, de faire connaître ces programmes et puis de
d'inciter le maximum de public à venir nous y rejoindre et d'organiser le cas échéant, que ce soit à Montpellier, en Lozère ou partout, des ateliers ponctuels, voire itinérants, à travers des dispositifs mobiles que nous sommes en train d'étudier très sérieusement. Voilà. Merci Monsieur Faure. Une petite question subsidiaire, parce que pour les vieux de la vieille qui travaillent sur le terrain depuis longtemps, avant s'adresser à la Fondation Orange, et aujourd'hui vous représentez Orange Digital Center. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'organise aujourd'hui chez vous? C'est une très bonne question, parce qu'effectivement la Fondation, depuis une dizaine d'années, participe sous forme de mécénat principalement. De compétences. Le mécénat de compétences, effectivement, pour nos salariés qui choisissent de partir en temps libéré, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils sont effectivement dans un dispositif de pré-retraite. Ça, c'est pour les salariés. Et puis mécénat, puisque c'est du mécénat culturel, c'est du mécénat en faveur de la lutte contre l'autisme, c'est du mécénat aussi pour créer des maisons digitales, des tiers-lieux solidaires, des Fab Labs solidaires, principalement en destination des femmes et des jeunes. Et donc, on sera tout à fait en complémentarité avec les actions de la Fondation. Ça, c'est très important de le dire. La Fondation n'a pas de lieu dédié dans le sens où Orange Digital Center l'opère. Donc, la Fondation vient accompagner pendant une certaine période une association, mais l'association reste totalement libre d'effectuer son programme et son projet. Là, on est vraiment sur des lieux dédiés qui vont permettre d'héberger cette programmation et de manière beaucoup plus large, puisque par exemple on adresse les professionnels, on adresse aussi les jeunes sous la forme d'apprentissage du code et pas seulement les jeunes en insertion professionnelle. Donc ce sont des jeunes collégiens par exemple. Donc on aura vraiment besoin de toute la force de frappe d'Orange en particulier, et surtout de celle de tout l'écosystème qui connaît encore bien mieux que nous toutes les problématiques liées au territoire et aux populations qui viennent très souvent dans ces collectivités. On a entendu parler tout à l'heure des mairies, qui était un peu le point de rencontre de ces populations, Pôle emploi bien entendu, les missions locales, etc., etc. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Audrey Laure. Alors là, on est sur un dispositif très spécifique dans la grande palette des dispositifs destinés à contribuer à la lutte contre la fracture numérique. On va parler des conseillers numériques France Service. Et j'ai trouvé intéressante cette initiative, la façon dont vous avez pensé dans le Lot le déploiement et la mise en réseau des acteurs de la médiation numérique, notamment ceux des conseillers numériques France Service. Oui, c'est bon. Donc bonjour à tous. Donc je vais revenir justement sur comment j'en suis arrivée là finalement, parce que la décision s'est faite avant mon arrivée sur le département. Donc je suis embauchée par le syndicat Lot Numérique. Donc c'est un syndicat mixte qui a été créé, dont les membres sont le département, les communautés de communes et territoires d'énergie. Et donc il a été créé ce syndicat au départ pour le déploiement de la fibre sur le département, en collaboration avec nos collègues du département donc de l'Aveyron et de la Lozère. Et il y avait en 2019 aussi la création d'un schéma des usages qui a été fait. Et avec la crise sanitaire qui est arrivée, ce schéma des usages, ils se sont dit il faut qu'on aille sur l'inclusion numérique. C'est nécessaire. Et en 2021, il y a eu l'opportunité du dispositif des conseillers numériques par le plan France Relance. Et les collectivités locales se sont dit il faut qu'on y aille, il faut qu'on se positionne dessus. Mais on laisse le choix quand même libre aux structures de se lancer comme elles le souhaitent. Et le syndicat Lot Numérique, nous, on va porter la coordination de ce dispositif pour mailler le territoire au mieux avec les médiateurs numériques qui existaient déjà sur le territoire depuis plusieurs années. Essayer d'aider les structures dans ce dispositif, puisqu'il y en a des structures privées, publiques. C'est pas toujours évident de connaître qui existe sur le territoire. Donc on était un peu les référents pour dire il existe ça ici, intégrez-vous sur ce territoire, allez à la rencontre des acteurs déjà présents et
et essayer de trouver une complémentarité entre chaque médiateur numérique. Et c'était aussi optimiser l'activité de ces conseillers numériques, voilà, parce que chacun était un peu isolé dans ses structures, donc il fallait trouver des outils communs et essayer de faire de l'interconnaissance. Donc moi, là, j'ai pris mon poste il y a maintenant 1 an, et dans le Lot, nous sommes 23 conseillers numériques, enfin au complet. La dernière est arrivée hier. Bienvenue à toi, elle est parmi nous aujourd'hui. Donc, je le disais tout à l'heure, les conseillers numériques sont dans des structures diverses. Donc, on a des communautés de communes, on a un CCAS, on a le département qui a pris 4 conseillers numériques, on a aussi des associations d'insertion et des associations sociales. On a aussi des conseillers numériques du groupe La Poste qui sont aussi là parmi nous aujourd'hui. Il y a l'Office de tourisme aussi qui a pris un conseiller numérique, ou aussi la Chambre d'agriculture qui s'est positionnée pour aller au plus proche, dans notre territoire rural, au plus proche des agriculteurs. Je vais vous faire un panorama un petit peu des actions qu'on a mis en place. Donc au départ, la nécessité, c'était de créer des outils communs pour pouvoir partager des fichiers, pour pouvoir discuter entre nous, se donner un petit peu des informations. Qu'est-ce que vous faites sur votre territoire, comment vous allez à la rencontre des gens, etc. Donc on a créé ces outils-là en commun, où chacun peut les utiliser. On a mis en place également des rencontres trimestrielles, où les conseillers numériques pouvaient se rencontrer, échanger sur leurs pratiques et définir justement leurs difficultés, leurs besoins. Et de ces rencontres départementales, il a découlé d'autres actions finalement en fonction de leurs besoins. Je me suis mis à mes mots. C'était notamment la réalisation d'outils de communication globale sur le département pour dire venez nous voir, on est arrivé. Voilà. On a fait aussi le lien avec les France Services. C'est les maisons France Services qui font les accompagnements aux démarches administratives en ligne. Il y a des compétences des conseillers numériques qui sont aussi là-dedans. Mais on a souhaité clarifier la situation parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Mais les France Services étant arrivés sur le département, on s'est dit, dès qu'on peut, on oriente les publics pour les démarches administratives en ligne. Mais dans nos territoires ruraux, on sait qu'il y a des questions de mobilité qui sont pas évidentes. Les gens, ils ont besoin de réponses immédiates. Donc, on a fait habiliter certains conseillers numériques à l'outil Aidant Connect pour qu'ils puissent aider les personnes. Donc, si je prends un exemple, sur un territoire, ils ont fait de l'adressage. Et donc, les personnes devaient changer leurs adresses sur tous leurs papiers. Et ils savaient que ça allait être toute la population de la commune qui allait être concernée. Donc, le conseiller numérique a adapté ses ateliers et a proposé une série de permanences spécifiquement là-dessus, pour éviter d'aller encombrer les France Services, par exemple. Ce qui a découlé aussi, c'était la proposition de formation entre pairs, c'est-à-dire partager ses compétences. Un conseiller numérique a une compétence qui intéresse certains autres conseillers numériques. Donc, on a fait 2 éditions qui ont eu du succès, où ils se sont formés entre eux. En parallèle de ces actions-là, donc ce que je disais tout à l'heure, ils sont allés à la rencontre des autres médiateurs numériques sur le territoire. Ils ont fait pas mal de partenariats avec Pôle emploi, justement, les missions locales, les MJC. Donc ils essayent un petit peu de sortir de leur mur, si je puis dire, pour aller vers les gens. C'était d'ailleurs une des problématiques. On a fait un comité technique avec les responsables des conseillers numériques, les recruteurs du conseiller numérique, qui nous ont fait part justement de cette nécessité d'aller vers le public. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est de dire, vous en tant que structure, est-ce que vous pouvez aller vous déplacer? Est-ce que vous avez ces moyens-là? Est-ce que vous pouvez faire des permanences? Donc la plupart des structures le font. Donc contrairement aux médiateurs numériques qui sont dans les cyberbases médiathèques, dans des points fixes, les conseillers numériques, eux, sont davantage itinérants. Ensuite, cette itinérance, elle a posé une autre difficulté. Donc il a fallu trouver une autre solution. C'était par rapport au matériel. On commence à se déplacer, mais on fait des permanences dans les mairies. Les mairies ne sont pas forcément équipées d'ordinateurs. Quand ce sont des collectivités locales, elles ont des fois des moyens pour obtenir du matériel,
mais les associations, elles, ont plus de difficultés. Donc l'ANCT, elle, a proposé un dispositif pour outiller les médiateurs numériques. Outiller la médiation numérique, merci. Et donc les associations qui ont recruté sur le lot conseiller numérique ont fait appel aux syndicats et à la coordination pour justement essayer de porter pour eux en fait une demande de matériel. Chose qui a été faite donc pour 5 associations qui ont été ravies d'obtenir ce matériel-là. Ensuite, donc, on a refait un comité technique et on s'est rendu compte que finalement, aller vers les gens, il y avait encore des difficultés. Il fallait que... En fait, le dispositif n'est pas connu. Il y a quelque chose qu'il faut faire en termes de communication. Hop, je tourne ma page. Et voilà, il y avait ce manque de connaissance des habitants, de se dire, oui, il y a des médiateurs numériques, mais pourquoi, à quoi ils servent, je ne me sens pas concernée, etc. Donc, il y a eu une décision de se dire, on va faire une punch de communication en diffusant un annuaire des conseils numériques que j'ai pris ici. Donc, on a rassemblé vraiment tous les lieux de médiation numérique qui sont sur le lot, sur le territoire, en expliquant au début qu'est-ce qu'un médiateur numérique, qu'est-ce qu'il peut proposer comme activité, pour quel public, selon son territoire, où je peux le trouver, quelle structure, avec les coordonnées. Voilà. Et là, donc c'est tout récent, et on va commencer la diffusion aux secrétaires de mairie, aux acteurs du social, aux médiateurs numériques eux-mêmes, avec leurs partenaires, etc., pour se faire connaître. Et on a choisi bien sûr le format papier, puisqu'on veut toucher des gens qui ne sont pas sur le numérique. Et depuis le mois de mars, le syndicat Lot Numérique a été lauréat de l'appel à manifestation, alors je reprends le nom, je ne m'en souviens plus, Hub territoriaux pour un numérique inclusif, donc pour intégrer justement le RINOC. Et le syndicat mixte est devenu référent du Hub sur le Lot. Et donc grâce à cette intégration, on va pouvoir enrichir justement nos actions, nos outils. Et c'est grâce à cette intégration aussi qu'aujourd'hui, on a pu proposer à nos conseillers numériques du territoire de venir en covoiturage, de rassembler. Donc on a fait une délégation du Lot qui est venue aujourd'hui sur le NEC. Et pour finir, juste, je fais un peu une ouverture, puisque tout récemment, tout fraîchement, le 15 septembre dernier, on a fait une première rencontre entre les conseillers numériques et les médiateurs numériques qui sont là depuis déjà 10-15 ans parfois, et pour les intégrer en fait au réseau qu'on a déjà créé avec les conseillers numériques. Voilà, ils avaient déjà leur réseau, donc c'est plutôt une fusion de réseaux. Mais pour se dire, en fait, on fait tous le même métier, on a les mêmes missions, donc on va partager nos expériences, nos pratiques, pour être encore plus fort et aller au plus près des gens. Merci beaucoup. C'est une vraie question. J'aime beaucoup cette illustration-là parce que, au-delà de la question du dispositif, il y a quand même des professionnels et qu'au-delà du métier, il y a la profession. Et clairement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut distinguer une spécificité d'un médiateur numérique qui est conseiller numérique France Service d'un autre qui ne l'est pas? Donc là, je ne veux pas lancer un débat stérile. La vraie question, c'est comment on travaille tous ensemble. Et j'ai trouvé que là, c'était une formidable initiative de regroupement des énergies, mais surtout d'échange des pratiques et de partage. Si je peux faire un exemple d'un retour d'un médiateur numérique qui était en poste depuis une quinzaine d'années, quand il a appris que l'État allait déployer 4000 conseillers numériques, il s'est dit mais c'est mon métier, c'est ce que je fais. Donc il a été étonné, il appréhendait un peu l'arrivée des conseillers numériques, même s'il était conscient que la demande a augmenté, il sentait qu'il y avait ce besoin-là, il appréhendait un petit peu. Et finalement, quand le conseil numérique allait à sa rencontre et qu'ils se sont dit qu'est-ce que tu fais toi, qu'est-ce que je fais moi, comment on se répartit, ça a été vite trouvé chacun sa place, puisque lui a été identifié depuis longtemps au même endroit, etc. Et le conseil numérique sur son territoire qui est arrivé, lui, a dit tu couvres pas certains territoires, les personnes ne viennent pas te voir, je fais plutôt de l'itinérance. Donc il y a eu cette complémentarité, même s'il y a eu de l'appréhension au départ de ces anciens médiateurs numériques. Finalement, le dispositif a été plutôt bien vu une fois qu'on l'expliquait. Voilà.
Voilà, par ailleurs, dans le Gard, 2 exemples qui va permettre qui sont en écho de votre intervention. Moi, je suis directeur d'une structure. Il y a 6 médiateurs numériques, dont un conseiller numérique France Service. Ils font le même métier. Et la deuxième chose, au-delà de ça, on sent aussi la nécessaire... il y a un besoin, en tout cas, de structurer sur les territoires, à quelle échelle, peu importe. Nous, on va le faire dans le Gard, là. On va mettre beaucoup d'énergie. On est en consortium d'une dizaine de structures, mais comment on structure un vrai réseau d'entraide entre professionnels ? Concrètement, ok, moi j'ai une bonne pratique, je peux la partager, ça on sait le faire un peu, mais le lot, c'est j'y arrive plus, je suis isolé, je suis confronté à des charges de travail énormes, à des demandes tous azimuts. On m'arrête dans le village quand je fais mes courses parce que je suis conseiller numérique ou médiateur numérique ici. Si je demande de l'aide, qui c'est qui me répond ? Et je crois que ça, il faut qu'on va avoir cet enjeu-là dans les prochaines années. Et conseiller numérique France Service ou pas, enfin professionnels de la médiation numérique, ce que sont les conseillers numériques France Service, comment on peut monter un vrai réseau d'entraide professionnelle. Donc il y a des pistes qu'on va explorer nous, dans le Gard dans les 18 prochains mois. Là. Je vais passer la parole à Anne Bourdarias, qui est chargée de l'expérimentation et de l'innovation sociale, c'est ça ? Alors là, on est à l'échelle du CCAS, Conseil communal d'action sociale. Intéressant aussi parce que, alors, toujours dans le cadre d'une action décentralisée, on s'empare ou on ne s'empare pas des dispositifs, et comment on s'en empare. Et là, on a un bel exemple de prise de position forte sur les questions d'inclusion numérique sur le territoire du CCAS. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, moi je voulais partager l'expérience du CCAS de Montpellier sur la façon dont il s'est saisi de l'inclusion numérique pour en faire une véritable politique publique. Donc d'abord un chiffre. La métropole de Montpellier, c'est 40% de personnes en difficulté numérique, éloignées du numérique. Donc ça fait à peu près 155 000 habitants. Voilà. Donc conscient de cette problématique et aussi conscient aussi des conséquences de la dématérialisation, le CCAS de Montpellier a décidé de réduire la fracture numérique et sociale en créant en 2018 un lieu d'inclusion numérique et sociale. Donc un lieu un peu hybride qui s'appelle le Centre des expérimentations et de l'innovation sociale. Donc ce lieu, c'est un lieu qui permet d'expérimenter des projets qui répondent à des besoins sociaux qui sont non couverts sur le territoire de la ville, sur des thématiques différentes. Ça va comprendre des thématiques autour du budget, donc du conseil budgétaire pour les publics en difficulté, les thématiques de la santé aussi, l'accompagnement des bénéficiaires du RSA sur des problématiques de santé, des thématiques autour de l'emploi, en lien justement en partenariat avec Pôle emploi, sur l'élaboration de dispositifs divers à destination des publics très éloignés de l'emploi, et donc un espace autour du numérique. On va dire qu'en 2018, quand on a ouvert le CUIS, on proposait une activité d'inclusion numérique assez classique, puisqu'on avait un accès libre, et puis des ateliers savoir de base pour accompagner les publics vers l'autonomie numérique. Et donc on avait aussi un public assez traditionnel, si je peux dire, dans l'inclusion numérique, qui était plutôt des seniors, et seniors qui avaient identifié un besoin, et qui avaient en tout cas envie d'aller vers de l'autonomie numérique. En 2019, on a été labellisé Fabrique numérique de territoire. Et cette labellisation a été un tremplin pour le CUS, pour 2 raisons. La première, c'est que ça nous a inscrits dans un réseau très très large, qui nous a permis aussi donc, de partager des expériences. Et la seconde raison, c'est qu'on a eu les moyens, évidemment, pour développer les outils numériques et les activités numériques au CUIS. Et donc, du coup, on a fait traverser le numérique dans l'ensemble des espaces. Donc, on a imposé le numérique sur l'accompagnement budgétaire, sur l'accompagnement à la santé et surtout sur l'accompagnement vers l'emploi, ce qui a eu comme conséquence de diversifier les publics que l'on visait, puisque là, c'était imposé, de toute façon, mais le besoin était réel, et donc de diminuer la moyenne d'âge des publics captés, puisqu'on s'est retrouvé à capter une population plutôt jeune et plutôt très éloignée de l'emploi.
Donc on a vu aussi le nombre de personnes touchées multiplié par 6. Entre le moment de l'ouverture, on était à 1000 rendez-vous par an, et là, en ce moment, on dépasse les 6000 rendez-vous par an. Donc ça a été une première étape dans la stratégie, enfin, dans l'élaboration de la stratégie d'inclusion numérique. Le second levier au CCAS, ça a été le rapprochement avec la métropole, qui, à peu près au même moment, est devenu TANI, territoire d'accueil pour un numérique inclusif. Et effectivement, la cité intelligente à la métropole déploie des plateformes numériques pour améliorer les conditions de vie des citoyens métropolitains. Et on s'est effectivement posé la question, améliorer l'accès au numérique, améliorer les conditions de vie des citoyens par le numérique, c'est super. Mais si 40% de la population métropolitaine est éloignée du numérique, ça pose une petite difficulté. Donc le CCAS s'est rapproché de la métropole pour travailler et coélaborer cette stratégie d'inclusion numérique, donc du coup là à l'échelle métropolitaine, et elle repose cette stratégie sur 4 axes. Donc le premier axe, c'est un travail de coordination des offres d'inclusion de façon à pouvoir favoriser la visibilité des différents intervenants de l'inclusion numérique. On est parti du constat que la métropole foisonnait d'initiatives très hétérogènes, pas du tout visibles et pas du tout coordonnées. Donc là, l'idée était de pouvoir, d'une part, partir sur un diagnostic partagé entre les acteurs de l'inclusion numérique. Donc ça a été animé par We Take Care. Ça nous a permis d'identifier des problématiques communes et de travailler ensemble à travers ce réseau sur des actions à mettre en place sur le territoire métropolitain. Donc on a un réseau aujourd'hui qui prend forme, animé par We Take Care, et qui était parti au départ, il y avait une 50aine d'acteurs du réseau, et aujourd'hui on est à 300 inscrits. Donc là aussi on voit qu'au fur et à mesure, il y a un besoin de coordination de l'offre d'inclusion numérique. Le second axe de la stratégie est autour de l'accompagnement et l'outillage des professionnels de l'inclusion numérique. Donc là, ça se matérialise au niveau de la métropole par le déploiement des outils de l'État. On a déployé, comme vous, le dispositif Aidant Connect. On déploie aussi, on passe beaucoup d'énergie à déployer l'outil PIX sur le territoire à plusieurs strates différentes. Donc l'outil PIX, évidemment, on le propose à tous les usagers, notamment à ceux qui sont dans les dispositifs emploi, de façon à d'une part, évaluer leurs compétences numériques, mais aussi à les amener jusqu'à la certification, puisque cet outil permet aussi ça, amener les publics à la certification pour qu'ils puissent après valoriser cette certification dans un parcours socio-professionnel. On déploie l'outil PIX aussi auprès des TPE. On va les déployer auprès des TPE, puisqu'on a été lauréat d'un ami outiller la médiation numérique, qui va permettre donc de travailler en lien avec les structures qui accompagnent la création d'entreprises, les TPE des QPV, donc on va faire intervenir les conseillers numériques France Service pour qu'ils puissent travailler avec eux l'autonomie numérique en même temps qu'ils élaborent leur parcours de création d'entreprise. Donc on est sur ce volet-là, donc un nouveau public pour nous. Et puis on développe le PIX en interne, puisque la ville, le CCAS et la métropole regroupent 8300 agents, des agents qui sont aussi des citoyens, comme tout le monde, et qui sont aussi victimes, si je puis dire, d'une fracture numérique. Donc l'objectif, c'est de pouvoir accompagner l'ensemble des agents des 3 collectivités sur, d'une part, l'évaluation de leurs compétences à travers l'outil PIX, et de pouvoir les accompagner vers un parcours d'autonomie, ou personnel ou professionnel, s'il répond à un projet de service dans ce sens-là. Le troisième axe est de travailler sur l'accessibilité des offres d'accompagnement sur le numérique. L'outil qu'on déploie en première étape, c'est la cartographie. Je vais dire presque, c'est un peu banal, hein, tout le monde déploie sa cartographie. Mais là, l'enjeu est vraiment de pouvoir implémenter les données cartographiques au niveau de la métropole, avec celles du département, avec qui on travaille aussi, et avec celles du hub aussi, qui s'oriente dans ce sens-là. Donc il y a vraiment un enjeu là, de coordination des différentes cartographies pour qu'elles soient le plus efficaces possible. Et enfin, le dernier axe, c'est d'encourager le aller vers et d'agir auprès des publics pour les sensibiliser à l'intérêt d'être autonome autour du numérique. Donc là, ça se matérialise essentiellement par le recrutement de 12 conseillers numériques France Service
CCAS Ville Métropole, donc, qui sont répartis dans les maisons pour tous, donc au CCAS, dans les médiathèques, dans les guichets uniques de proximité, donc dans les communes de la métropole qui n'ont pas recruté en direct de conseillers numériques France Service, mais aussi au service des ressources humaines, justement, pour lutter contre la fracture numérique des agents des collectivités. Donc ces conseillers numériques France Service, on a décidé d'en faire une véritable communauté pour qu'ils puissent mutualiser leurs connaissances, échanger leurs pratiques professionnelles. On les accompagne aussi sur de la formation, parce qu'effectivement, ils ont suivi le parcours obligatoire de formation des conseillers numériques France Service, donc sur le CCP 1, mais ils sont confrontés sur le terrain à des problématiques sociales, tu l'as bien dit, les limites d'intervention entre le travailleur social et le conseiller numérique est vraiment très très fine. Et quand le conseiller numérique arrive, il n'a pas forcément l'expertise du travailleur social et il ne connaît pas forcément tout le paysage administratif et social. Donc le CCAS a mis à disposition un travailleur social qui coordonne la plateforme numérique auprès des conseillers numériques France Service. On l'appelle l'heure de Bartha. Voilà, donc tous les mois, les conseillers numériques ont l'heure de Bartha, c'est notre travailleur social, et ils échangent sur des problématiques d'accès aux droits en lien avec le numérique. Donc là, un très fort investissement de la métropole et du CCS sur l'animation de cette communauté. Ce qu'on souhaite aussi avec ces conseillers numériques, c'est qu'ils sont là pour 2 ans, c'est des contrats de projet, ils ont été formés sur le CCP1. L'idée aussi, c'est d'accompagner ces agents, ces collègues sur leur parcours de formation et leur parcours professionnel, en allant jusqu'au bout de leur certification pour qu'ils puissent obtenir le titre de responsable des espaces publics numériques. Donc on travaille là avec le Hub, avec RINOC, sur la formation au CCP2 et au CCP3 pour les accompagner avant la fin de leur contrat de projet sur l'obtention de ce titre. On espère que nos 12 conseillers numériques pourront obtenir ce titre. En tout cas, on fait tout pour. Et enfin, on utilise encore les conseillers numériques là pour essayer de faire le lien entre les retours d'expérience qu'ils acquièrent au fur et à mesure des activités qu'ils proposent aux usagers et le déploiement des plateformes numériques proposées par la métropole. L'idée, c'est de pouvoir vraiment faire la jointure entre l'expertise d'usage et les entreprises qui développent des plateformes. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là peut-être. Mais juste pour conclure, je voulais vraiment montrer l'intérêt d'une complémentarité entre 2 échelles d'intervention très différentes. Un CCAS qui a vraiment le contact des personnes en précarité, des personnes en difficulté sociale. Une métropole, grâce à sa cité intelligente, qui a un réseau d'entreprises, un réseau d'universités, qui peut développer des outils numériques. Et donc la rencontre entre ces 2 mondes très complémentaires qui a permis d'élaborer cette stratégie d'inclusion numérique, je l'espère, au plus proche des besoins des usagers. Merci. Merci Anne. Je retiendrai quand même, au-delà de la complémentarité des territoires, je trouvais que l'accent était assez intéressant, et tu l'as fait, à mettre sur l'enjeu de la professionnalisation des acteurs ou de la complémentarité des professions, notamment en matière entre les assistants sociaux et les médiateurs numériques, qui sont des problèmes qui sont très liés. Voilà, j'ai pas envie de conclure. Surtout pas. Surtout pas, parce que la route est encore longue. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, ou des remarques, ou des interventions? On va terminer à l'heure. Écoutez, je vous remercie. Pardon, Lucas, est-ce que tu peux donner un micro au monsieur, s'il te plaît? Merci, bonjour à tous et bravo pour votre implication au quotidien. Rapidement, moi je m'appelle Paul, je suis le fondateur d'UpSign-On, c'est une start-up toulousaine qui travaille à faire de la sécurité numérique inclusive. C'est un vrai enjeu. En 2 mots, on fait une solution simple et souveraine pour renforcer et sécuriser la gestion des mots de passe. C'est pour les pros, évidemment, parce que l'inclusion numérique, c'est aussi un sujet dans le monde professionnel, mais c'est aussi pour les particuliers.
Donc c'est gratuit, sans inscription, sans aucun stockage cloud. Donc ça peut être à disposition de tout le monde. Évidemment que face à cette vague submersive qui est le tout numérique qui arrive, il faut d'abord commencer par apprendre à nager à tout le monde, c'est ce que vous faites tous les jours. Mais dès qu'on les a mis dans l'océan, ils sont exposés à tout un tas de risques et d'arnaques tous les jours, au quotidien, dans tous les sujets. Comment vous traitez ce sujet de la cybersécurité, pardon, c'est un gros mot à ce niveau, mais cette sécurité numérique dans vos actions au quotidien, et comment peut-être nous, acteurs du logiciel, acteurs de la sécurité numérique, on peut aider, on peut œuvrer dans ce combat qui concerne les individus, mais aussi tout notre collectif. Oui, effectivement, tout ce qui est cybersécurité, gestion des mots de passe sont des sujets importants. Alors, on le vit au quotidien au sein du département, et d'ailleurs, je crois qu'on travaille ensemble sur le sujet pour que nos agents et nos collaborateurs soient dans la meilleure éthique, en tout cas, meilleure façon de faire dans ce domaine. Et puis, bien entendu, je crois que ça fait partie des messages aussi qui sont délivrés, tant dans les maisons France Service, dans les maisons de proximité, et ce que j'évoquais tout à l'heure sur le projet Médiathèque, c'est une part importante de la cybersécurité, parce qu'il faut vraiment que les gens soient aujourd'hui sensibilisés à tous les niveaux, et nous-mêmes, on est fragiles, hein, tous confondus, je pense. Un complément de réponse et on s'arrêtera là-dessus. Juste, je voulais donner 2 exemples concrets. Donc, à Pôle emploi, on a mis en place depuis un peu plus d'1 an maintenant le mandat d'aidant numérique pour que, en fait, les publics qui viennent chez nous et qui ne maîtrisent pas et qui ont besoin d'aide soient sensibilisés au fait que, attention, on ne donne pas son mot de passe comme ça. Donc, on leur fait remplir un document en leur disant, voilà, vous me donnez votre mot de passe, je vous donne le document qui dit que je m'engage à n'utiliser votre mot de passe que pour cette action, pendant ce temps-là, avec vous en votre présence. C'est aussi une façon de sensibiliser les gens à éviter de donner n'importe quoi à n'importe qui en faisant confiance. Et donc, on leur remet le document s'ils le souhaitent. C'est tout simple, mais voilà, c'était une pratique que j'avais envie de partager. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis on se retrouve pour d'éventuelles discussions ou continuité de discussion dans les couloirs ou devant le pavillon. Merci à vous.